Pierre Lubas, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous avez été conseiller de François Hollande aux grands événements. Vous signez un livre, Les derniers jours des 27 de Chateaubriand, aux éditions de l'Humanité. Cette histoire, c'est la suite, quelque part, d'un de vos ouvrages sur Guy Môquet. C'est quelque chose qui vous hante toujours? Bon, qui me hante, c'est l'expression Xavier Foss est peut-être un peu forte. Elle ne m'empêche pas de vivre, elle ne m'habite pas en permanence. Mais d'abord, il faut savoir que nous vivons le 80e anniversaire des fusillés de Chateaubriand. Bon, ce serait bien de ne pas les oublier. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous vivons l'époque du présentisme, pour reprendre une expression philosophique prononcée je ne sais plus par qui. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé permanent, il s'agit juste de se dire, comme disait Éluard, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Et je pense que j'ai écrit ces 15 articles, en fait, en définitive. Ils ont souhaité en faire un livre et ça m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est un bel ouvrage à l'arrivée, soigné. C'est pas mal aussi tout de même, hein, de pas les oublier, de rester digne, en quelque sorte. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu m'exprimer de manière, je l'aurais pas fait autrement, mais de manière vraiment très libre, très, très précise, y compris du côté de tout ce qui touche à cette période-là, pacte germano-soviétique, etc., etc. Là, j'ai eu vraiment la possibilité de... Donc, oui, quand vous dites hanté, c'est une histoire, bien sûr, qui à 63 ans encore, me touche. Après, avec des plans différents, c'est la mémoire de la mémoire, c'est aussi la mémoire des miens, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, justement, peut-être pour revenir aux origines, Pierre Lubas, vous êtes né à Nantes. Et je crois que quand vous marchiez près de la cathédrale, votre mère entretenait le souvenir de ce 20 octobre 1941 et des jours d'après. Ce 20 octobre 1941, le lieutenant-colonel Hotz a été abattu ce jour-là. Quelle est cette répression que va enclencher Berlin avec le concours de Vichy ? Oui, plus que le concours, puisque c'est Vichy même qui corrige les listes et considère qu'il faut le cornu, le sous-préfet de l'époque, de la Loire inférieure, qui considère qu'il faut prendre les plus dangereux, disent-ils. Donc c'est plus qu'une complicité, c'est vraiment, ils sont acteurs. Mais d'ailleurs, comme l'était Pétain, quand ce minable de Zemmour nous explique que Pétain aurait protégé les juifs français, c'est non seulement faux, mais c'est une perversité terrible. Dès 39, dès 40, les lois initiées par Pétain les mettent en danger. Et c'est la même chose avec les fusillés de Chateaubriand. Les Allemands ne leur ont pas demandé de désigner les plus dangereux. Et en effet, à l'arrivée, au regard de l'histoire et au regard de ceux qui résistaient, c'était en effet les plus dangereux. C'est-à-dire des gens comme Jean-Pierre Timbaud, Métallo, comme Charles Michel, tout le monde maintenant a pris le bus une fois ou le métro à Charles Michel, député du 15e, Guy Môquet et tant d'autres, des docteurs, des médecins, voilà. Donc c'est une responsabilité absolument concomitante dans cette affaire. Holtz est assassiné, c'est aussi le début en effet. Il faut savoir qu'il y a eu le pacte, et il y a le pacte germano-soviétique qui se termine par le 22 juin 1941 à l'aube, l'opération Barbarossa. Hein, l'histoire a bien tranché, mais ce pacte, il est là, et pour faire très court, il a jeté dans le désarroi des milliers et des milliers de jeunes communistes. Il y a eu même ces tractations pour que reparaisse l'humanité pendant quelques jours. Enfin, tout ça s'est arrêté très tôt, mais c'est une tâche. Absolument que c'est une tâche sur la progression politique, mais c'est une tâche qui a été balayée par l'histoire et par les historiens les plus sérieux, de Paxton à Azéma et à Horry, pour bien dire que ça n'a pas empêché des milliers, des centaines de milliers de jeunes, communistes ou pas, chrétiens, gaullistes, pour se jeter dans la résistance. Et vous savez, c'est tellement paradoxal que beaucoup des premiers qui rejoignent De Gaulle, à commencer par le secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, il le dit lui-même, étaient antisémites, étaient à l'Action française. Les choses ne sont pas données comme ça, elles ne sont pas acquises du jour au lendemain. Eh bien, pour ce qui concerne les jeunes communistes, ils étaient en effet désarçonnés, mais on est le 20 octobre 1941, il y a déjà
une bascule qui s'opère avec la création des OS, des ouvriers, des organisations spéciales de la résistance. Le Moser, l'aspirant Moser a été tué au métro Fabien pour venger Tisselmann et Gautreau, de jeunes qui ont été assassinés. On bascule là. Et là, en effet, le commandant Holtz est abattu par Brunschlein, un résistant ils étaient tous engagés déjà dans la guerre d'Espagne, hein, en couverture Bourdarias, et Brunschlein et Spartaco. Le premier, son pistolet s'enraye, et c'est donc Brunschlein qui, de 2 balles abat un homme qui d'ailleurs n'était sans doute pas le pire des SS, il commandait la place de Nantes, et il avait travaillé, vous savez que Nantes est une ville qui a été comblée, qui était une ville d'eau, hein, avec les bras de la Loire, et il avait travaillé pendant pas mal d'années. Au moment, ça faisait partie de ces dettes payées par l'Allemagne. Il était venu comme ingénieur, il était en poste à Francfort, il était venu travailler à Nantes comme ingénieur pour participer au comblement de Nantes. Enfin, c'est le symbole qu'on a. C'est un détail, voilà, mais c'est oui, voilà. Oui. Et en effet, il est abattu, et le lendemain, Hitler demande une centaine d'otages. Il demande qu'on fusille une centaine d'otages. Alors, Pierre Lubas, vous avez dit que vous avez travaillé dans une totale liberté, et c'est à noter. Donc, effectivement, vous avez publié pendant une dizaine de jours dans le journal L'Humanité, au mois d'octobre, ces articles. Ce récit où se mêle à la fois un témoignage familial, personnel, et la grande histoire. Est-ce que, comme Aragon, vous pouvez dire « Il n'y a rien dont je sois plus fier que d'avoir écrit ce texte-là » ? Oui. Sauf que je suis pas Aragon. Hein. Mais cette phrase, oui, je suis vraiment très très fier, parce que qu'il s'agit pas. Je préfère le terme de loyauté au terme de fidélité, parce que qui peut prétendre toute sa vie être fidèle, et puis d'être fidèle, il y a un côté, mais c'est Modiano qui explique ça. Ça m'a toujours beaucoup touché. Modiano dit quelque part, à propos de la mémoire, lui qui est un détective de la mémoire, et qui semble faire le même livre à chaque fois, c'est faux, il en fait des différents, et il n'a pas eu le Nobel pour rien, mais c'est vrai qu'il y a un fil conducteur en termes de mémoire. Il parle de cette laisse qui nous rattache au nôtre, et cette laisse, elle est plus ou moins longue, on en fait ce qu'on veut, et ce qu'on peut surtout, mais dans cette laisse qui me rattache au mien, il y a Chateaubriand et les 27, bien évidemment. Quand vous avez une maman qui, à l'âge de 15 ans et demi, ramène les planches et les lettres, lesquelles sont transmises à Aragon, qui en fera le témoin des martyrs, et laquelle Esther ne m'en a pratiquement jamais parlé. Elle me lisait la lettre, mais elle avait une pudeur, alors que toute sa vie aurait été autre chose. Elle voulait être danseuse, elle rêvait de faire de la danse, et puis à 15 ans, elle refuse d'abord dans sa classe de se lever pour le maréchal Pétain, et de faire cette rédaction. Elle avait donc un courage tout de même très très fort, et puis ensuite elle va chercher ses lettres et ses planches. Alors, c'est pas grand-chose, qu'aurions-nous fait, nous, mais moins vivants, en relativement bonne santé, 80 ans après, bah oui, je me dois. Et ce qui me touche, c'est que je crois, au sein même de ma famille, on a été sensible à ce fait-là. Et ben ça me touche, j'en suis fier. Et mes amis proches me disent que c'est un texte qui est réussi. Je crois, et je ne dis jamais ça de mes livres, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais je crois que j'ai réussi quelque chose avec cet article. Ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire que vous racontez, c'est que ces 27 hommes, le 22 octobre, le jour où ils vont être abattus, n'ont plus qu'1 heure à vivre. Ils peuvent écrire une lettre à leur famille, à leur compagne, et ce huis clos tragique, vous en avez fait une œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette heure-là ? Bah, c'est elle qui nous porte aussi, qui me porte. Franchement, j'ai pas. Si je la ressens comme telle, et que j'en fais quelque chose qui tient la route, tant mieux. Mais elle-même, le lieu, le temps, l'espace, vous savez, le matériau est là quand même, excusez-moi, c'est un peu, la comparaison va peut-être vous choquer, mais je disais toujours ça à un camarade de jeu quand on commentait de grands événements de sport, je disais toujours, moi j'ai toujours préféré dans ma culture commenter un peu à l'anglaise, c'est-à-dire être porté par l'événement, et pas en surjouer. Et bien là, je suis porté par cet événement. Ils ont 1 heure, rendez-vous compte, 1 heure, ils vont mourir, il y a un curé qui vient les voir,
Ils sont tous communistes. Le curé sort de cette heure en disant ces hommes sont admirables. On est dans cette forme de chrétienté des premiers chrétiens jetés au lion. C'est-à-dire qui étaient dans le qu'on rejetait. Il fallait surtout pas être bon. Eh bien là tout disparaît. Ce sont des hommes qui vont mourir. Et c'est vrai que cette heure-là m'a toujours fasciné littéralement. Et je vais vous dire ce qui me fascine le plus. Et quand j'ai écrit l'article intitulé Les mots pour se dire adieu, j'ai toujours été fasciné par le fait que ces hommes qui sont au plus près de la mort parlent du futur comme si c'était un futur qu'ils allaient partager avec les leurs. C'est fort. C'est-à-dire que les lettres sont d'un optimisme exceptionnel. Pour être des lettres où on pleure. Mais non, c'est le contraire. Ah, ça c'est fascinant quand même. C'est une leçon pour nous extraordinaire. C'est-à-dire que les lettres, il n'y en a jamais de triste. Sois heureuse, marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, la fiche rouge, mais même toutes. Même pas... on connaît tous la lettre de Kimoké maintenant. On la connaît, mais vous pensez par exemple au docteur Ténine. Je pense au docteur Ténine parce qu'il était à Antony, il avait déjà perdu un petit garçon de 7-8 ans et il dit à sa femme ne te frappe pas mon amour. Je veux dire, c'est extraordinaire quand même, vous vous rendez compte ? Ils sont joyeux, ils vont mourir et ils sont joyeux. Quelle leçon et quelle rage pour moi aujourd'hui. Écoutez, je parlais de ça avec mon ami Bernard Chambaz, qui vit des moments difficiles actuellement, qui est un immense romancier. Et nous nous disions au téléphone, est-ce qu'on pensait vivre une époque comme celle que nous vivons aujourd'hui ? Pardonnez-moi, je suis... mais ça me révolte. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Quel risque nous vivons ? Cette défiguration de l'histoire, cette stigmatisation toujours recommencée. Mais enfin... Vous évoquez encore une fois votre mère qui refuse en 1940 d'écrire une lettre d'hommage au maréchal Pétain. Justement, vous qui avez ce passé, comment vivez-vous les remises en cause actuelles par certains candidats à la présidentielle? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas avec mes amis très proches, avec ma famille? Je n'en parle pas trop parce que j'ai un petit qui a 3 ans et c'est pas un refrain qu'on a envie de leur... Mais enfin écoutez, je me lève certains matins après avoir entendu certaines choses, je sais même pas si c'est une envie de mourir, mais c'est comment mon pays... Comment notre pays peut basculer, quelles que soient les erreurs, les trahisons politiques, elles sont là bien sûr, les souffrances sociales bien évidemment, mais comment peut-on basculer dans un tel mensonge, une telle défiguration, une telle bimbeloterie? On sait bien où ça nous mène. Et ce spectacle médiatique à vomir, écoutez... C'est triste d'avoir aimé le métier de journaliste que j'ai tant aimé, de ne pas avoir le moindre regret à ne pas pavaner sur des plateaux de télé où tous les jours on entend les pires horreurs. Enfin voilà ce que je ressens. Ma vie n'est pas... Moi, franchement, on est des privilégiés. Vous me parliez de mon passé. Moi, j'ai pas demain à me lever dans une classe et à dire et à faire un bras d'honneur à Pétain. C'est pas ça. Donc je veux pas. Il faut pas. Vous voyez, se confondre les choses. Hein, j'ai une vie et j'ai eu une vie de journaliste. J'ai été bien servi, même si j'ai travaillé, mais mon Dieu pour l'avenir, c'est ça qu'on va proposer à notre génération qui arrive, à nos enfants. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Là aujourd'hui vous me posez la question, je goûte pas forcément et systématiquement Mélenchon, mais il a été très bon contre Zemmour sur le thème très simple on vous défendra les musulmans, et il a eu raison de le dire. On ne le laissera pas faire, qu'il le sache bien. On ne laissera pas faire. On les défendra. On défendra les gens qu'on attaque, qui sont des milliers à faire suer personne. Vous comprenez ? Le coup de la guerre de la religion, on sait comment ça se termine. Alors, je veux dire, on sera là pour les défendre. Et je suis persuadé que dans le pays, il y a certainement des forces qui sont prêtes à ne pas basculer dans le pire. Alors... face à ça, d'une certaine manière, hier, le 11 novembre, le transfert de la dépouille d'Hubert Germain au Mont-Valérien est là pour faire une sorte de contrepoint. Vous parliez tout à l'heure de Daniel Cordier, qui était l'avant-dernier compagnon de la Libération.
Emmanuel Macron a dit « La France est transmission. De génération en génération, des femmes et des hommes se transmettent le flambeau de l'idéal. Ces 1038 compagnons ont épousé la France et ils ne disparaissent pas pour autant. Ils rejoignent nos morts, ils inscrivent leur destin aux côtés de ceux qui ont porté l'esprit de résistance. » Tous ces hommes et toutes ces femmes qui font le terreau de cet ouvrage que vous avez écrit, ils font, semble-t-il, un aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ils n'étaient pas un. Là aussi, il ne faut pas simplifier l'histoire. Absolument. La résistance, elle n'est pas unique. Absolument, bien sûr, mais je le dis, je l'écris dans les articles. Bien évidemment, vous avez parmi les 27 de Chateaubriand 2 hommes qui étaient en rupture avec à l'époque, du point de vue politique, qui avaient été choqués par le pacte germano-soviétique. Et bien sûr, rien n'est jamais uniforme et acquis, bien évidemment. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt d'une vie. Écoutez, si on est tous à avancer dans le même sens, quel intérêt ? Ce qui est beau, c'est la contradiction. Les surréalistes avaient une expression rigolote en disant le parapluie et la machine à coudre sur la table de vivisection, on disait en rigolant breton. C'est ça la vie. Alors, un autre exemple de cette lucidité que vous avez dans cet ouvrage, vous êtes lucide sur les zones grises du communisme entre les résistants et les partisans de Staline. Vous racontez comment votre grand-père, Pierre Gaudin, évadé du camp de Loibl-Pass, est inquiété parce qu'il a été libéré par les partisans de Tito. Oui, mais moi d'abord, primo, je vais vous le dire, j'ai jamais été communiste, moi. Bon. Et puis le communisme aujourd'hui, alors après, on peut... certains disent que l'histoire fondamentalement est un cycle et que tout recommence toujours. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça a été un vol de l'utopie. Après, on pourrait parler toute une nuit. Et rappeler en effet que le communisme tel qu'il a existé n'a jamais été le nazisme. Vous aviez d'un côté une utopie qui a été volée, détournée, défigurée, qui a échoué, mais vous aviez de l'autre un système mis en place racialiste. On peut revenir sur les théories de Rosenberg et de tout ça. Bon, mais c'est important. Parce que vous avez au soir de leur vie, et je le rappelle, des hommes, je cite Crémieux-Briac, car c'est un compagnon de la Libération que j'ai connu, qui était un homme extraordinaire, et dans ses mémoires, qu'est-ce qu'il dit Crémieux-Briac ? Crémieux-Briac qui a été emprisonné en Silésie, dans les camps allemands, qui s'en est évadé, emprisonné, qui a dû rendre des comptes à la Loubianka à Moscou à l'époque, et qui a ensuite rejoint le général de Gaulle. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Crémieux-Briac ? Il a pourtant subi les uns et les autres, et il était tout sauf communiste. C'était un homme auprès du général de Gaulle, convaincu de toute autre chose. Mais il dit que les deux systèmes n'étaient quand même pas les mêmes. Que le gardien de la Loubianka lui parlait quand même de Victor Hugo, et de 36, et de certaines utopies, et de 89. Comprenez-vous ? Donc il faut toujours essayer d'aller au plus près et de préciser les choses. Ce ne sont pas les mêmes systèmes. Comprenez-vous ? Et quand un ministre, il y a quelques années, arrivait sur un plateau de télé en comparant l'humanité et Minute, non. C'est ça le drame que nous vivons aujourd'hui. C'est que c'est la confusion totale. C'est que, comme ça, alors forcément, Zemmour ne peut pas vanner, c'est un minable au milieu du vide. Il n'y a personne, ou très peu de monde. Et ceux qui ont des choses à dire, on les écoute pas ou on les invite pas. Donc on peut raconter n'importe quoi. Donc vous me parlez de cette liberté, oui, que j'ai eue pour dire ces choses-là. Et en effet, à propos du communisme, il reviendra peut-être sous d'autres formes. Mais tel qu'il a été rêvé, et tel qu'il a été volé et défiguré par des criminels, parce que c'était des criminels, hein, je veux dire, on va pas... Moi, vous savez, j'ai été très aidé par un homme comme Pierre Dex, qui était confident de Picasso, qui a cru lui aussi, hein, et qui est parti en 2015, dont j'avais fait l'hommage à l'époque dans les colonnes de Libération. J'avais fait l'hommage également à l'hôtel Salé, l'hôtel Picasso. J'étais très proche de Pierre. Françoise, on est très souvent en contact. Et Pierre était un homme vraiment libre, quoi. Alors vous vous rendez compte, il venait de Picasso, d'Aragon. Il a vraiment cru. Et puis au soir de sa vie, il a bien vu que on était finalement face à des gangsters politiques qui ont détourné une utopie. Alors mon grand-père, il en était victime, mais il était lucide.
Mais en effet, on lui demandait des explications. Parce que vous vous rendez compte, il venait de passer 5 ans dans les camps de la mort, il revenait, il fallait qu'il aille s'expliquer parce qu'il était libéré par Tito, par des partisans de Tito qui étaient des ennemis de Staline, etc. Donc oui, donc comment voulez-vous après que le petit-fils ait envie, peu ou prou, de s'approcher de ce genre de choses? Mais je suis fier d'avoir écrit ce livre, car l'humanité, c'est le journal de Jaurès, c'est pas le journal de Staline. C'est tout. Voilà, c'est le journal de Jaurès, de Jean Jaurès, assassiné pour la paix. Donc, Pierre-Louis Basse, vous commencez cet ouvrage par une citation de Vladimir Yankelevitch. Il dit « Ceux qui ont disparu à tout jamais n'existent plus que par nous et dans la pieuse fidélité de notre mémoire. Cette mémoire, c'est votre façon à vous de vivre avec ceux que vous avez aimés. » Oui, parce qu'ils s'éloignent, ils sont plus là, et vous savez, je ne sais pas si les morts nous regardent, comme disait Barès, mais je crois surtout qu'ils s'éloignent de nos vies, et c'est normal, c'est la vie, mais j'aime beaucoup Yankelevitch, je ne suis pas un philosophe, je ne connais pas les grands textes, bon, mais il y a quelques repères comme ça. J'avais décidé d'écrire ce livre, justement, notamment un grand livre, un livre important avec une historienne sur l'extrême droite, Quai aux Fleurs, vous savez où Yankelevitch habitait, où il a passé toute sa vie. Hein. Et je trouve que c'est un homme qui résume bien les choses du point de vue de la mémoire. Si nous-mêmes, les vivants, les oublions, que peut-il se passer? La disparition et on ne vit pas dans le passé, on ne doit pas vivre dans le passé. Mais vivre uniquement dans le présent, c'est se préparer à revivre des choses et pas très brillantes. Donc c'est un équilibre à tenir et je suis assez fier de l'avoir tenu, d'avoir essayé. Merci d'avoir partagé ces différents points, Pierre-Louis Basse. Merci à vous. En cette fin d'émission, on a pour habitude à chaque fois de demander à un auteur de présenter un objet auquel il tient particulièrement, qui a un lien avec ce qu'on vient d'échanger. Alors, peut-être... C'est une toile du peintre Nicolas Gazurowski, qui est un magnifique peintre. Nicolas Gazurowski, je l'ai embarqué dans l'aventure. Je lui ai dit, voilà, tu vas nous faire des études autour de Guy Moquet et des 27. Et puis, mon Dieu, il a fait un travail formidable. Vraiment formidable. Pendant un mois, il a peint. À l'arrivée, 3 de ses toiles sont parties à l'UMA. La direction du journal est venue ici à Bernay, ont acheté 3 de ces toiles. Elles ont été reproduites dans les colonnes aux côtés des articles que je faisais. Et il m'a gentiment offert cette étude de Guy Moquet que je trouve très belle. Et Nicolas Gazurowski, et voilà. Merci, chapeau, et allez voir son travail. C'est un magnifique peintre. Il n'y a pas que David Hockney en Normandie, hein. C'est bien qu'on ait Hockney et Ernest, mais il fait de très beaux paysages normands. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Louis Basse.